Parce que je pense que 90% de la population belge la connaît. Je pense qu'elle a plus ou moins au moins un tiers des enfants belges dans son cabinet. Donc, voilà. Quand même, si jamais vous ne la connaissez pas, Diane est psychologue et psychanalyste. Merci beaucoup, Diane, d'être là. Ben voilà, il y a bonjour à tous, il y a les bouches-trous comme Serge, et puis il y a les remplissages comme moi. Et donc, bon, je vous dis tout de suite, je ne suis absolument pas une spécialiste ni des réseaux sociaux, ni du numérique. La preuve, je n'ai même pas un ordi avec moi, j'ai juste un papier. Oui. Donc voilà. Mais par contre, oui, je vois quelques enfants et beaucoup même. Alors, je voudrais peut-être un petit peu décaler la discussion en parlant de ce par quoi Dr Delcourt va commencer, c'est l'importance de l'imaginaire, de l'imagination. Parce que je crois qu'avec tout ce qui s'est dit aujourd'hui, peut-être qu'on est tous conscients qu'une chose essentielle, c'est de penser la prévention. Alors, penser la prévention, c'est peut-être penser comment, dès le début de son être, un enfant peut être préservé justement, de le rendre le plus fort possible. Alors, on le rend, un enfant, on n'est plus à l'époque où on prédisait le beau temps en regardant le vol des oiseaux, comme du temps des Romains. Non, aujourd'hui, on est vraiment, il y a un envahissement, plus une imposition culturelle qui gave les enfants et les adultes d'images. Alors, je voulais parler un petit peu justement de l'image. C'est quoi l'image? Pour penser, nous avons deux choses. Nous avons des images et nous avons des mots. Alors, on va voir, puisque l'écran, c'est quand même des images, en partie, réfléchissons qu'est-ce que c'est une histoire, une image mentale? Comment se construit-elle? L'image mentale, par exemple, d'une table, se construit dans la tête de chacun de nous avec une autre image. Parce que l'idée de l'image mentale, c'est qu'on a la vision de ce que c'est sans avoir l'objet en face de nous. Alors, ces images se construisent sur base de quoi? Se construisent sur base des perceptions que nous avons dès le moment, je ne vais même pas dire dès le moment où nous sommes nés, parce que c'est déjà, je pense, c'est bien prouvé, que déjà, pendant la grossesse, le bébé a des perceptions, bien sûr, en naissant. Et puis, tout ce qu'il vit les premiers jours et les premiers mois de sa vie, il faut se rendre compte qu'il arrive avec un cerveau quasi, entre guillemets, vide, et que donc, tout ce qu'il sent, tout ce qu'il ressent, chaque perception olfactive, visuelle, auditive, et certainement d'autres dont nous parlons peu dans notre culture occidentale, mais les Chinois parlent de 12 formes de perception. Par exemple, je suis assez persuadée que les enfants, il y a beaucoup d'enfants qui voient les autres. On voit ça avec les très jeunes enfants. Donc, ils captent encore beaucoup plus que ce que nous pensons, que ce que nous savons. Comme je travaille énormément avec des très petits enfants, j'ai un petit peu une idée à ce propos-là. Et donc, ces images se construisent dès le départ sur des percepts. Sur des percepts. Et petit à petit, ces images nous construisent dans notre individualité d'être. Pour prendre une analogie qui vaut ce qu'elle vaut, comme la cellule à la base de la constitution physique,
Eh bien, le percept est à la base de notre capacité d'existence. Le corps, on est, par le corps, nous sommes là, mais par nos images mentales, nous existons. Chacun, nous existons dans notre particularité. Alors, c'est important de comprendre ça parce qu'on s'est dit, en vous écoutant et en écoutant les orateurs, ça m'a encore plus confirmé de dire, tiens, mais donc, dès le départ, il y a quelque chose à faire pour aider le cerveau à construire ce premier moteur, cette fonction psychique qu'est l'imaginaire. L'imaginaire est vraiment une fonction psychique. Une fonction psychique qui nous permet de comprendre le réel et de le comprendre à travers qui nous sommes, à travers ces premiers percepts de comment nous nous sommes construits. Donc, ces premières images mentales aident à comprendre comment nous inscrire dans le réel et de ce réel faire notre réalité. Hein, parce que nous avons chacun une vision de la réalité différente de ce qui se passe. Mais donc, cette fonction psychique, c'est la fonction psychique qui va se remplir d'imagination. Alors ça, quand on prononce quelquefois, quand on prononce le mot imagination, alors, il y a des boucliers, levées de boucliers qui disent « l'imagination, elle en a bien assez, avec son imagination, il va croire qu'il peut tout faire, etc., etc. » Donc, l'imagination a parfois mauvaise presse, surtout à notre époque, on aime, il y a des choses très rationnelles, etc. Alors, cet imaginaire, comment se remplit-il d'imagination? Peut-il se remplir d'une imagination? Eh bien, quelqu'un a demandé d'ailleurs cette question, je ne sais plus quel orateur. Pour ça, il n'y a rien à faire pour créer des images. Il faut avoir des limites. Parce que si je suis, c'est la limite, c'est le cadre, c'est le manque, c'est quand la fonction psychique imaginaire est face à ce vide, il va faire l'effort par l'imagination de se remplir. Et donc, c'est ça qui est la raison pour laquelle, et vous l'avez certainement tous entendu, les enfants doivent s'ennuyer. Si on les gave sans test d'occupation, c'est très belle, sport, musique, ce que vous voulez, c'est très important, mais certains enfants, de plus en plus, ont des agendas de ministres. Oui, mais sinon, il dit qu'ils s'ennuient. Ah, s'il vous plaît, ils s'ennuient. Parce que ce n'est que devant ce vide de l'ennui que cet imaginaire peut produire des images et des images mentales et des idées personnelles. Donc ça, c'est vraiment important de comprendre que le manque, c'est le manque qui provoque le désir. Et c'est en désirant qu'on imagine ce qui va combler mon manque. Aussi simple. Mais certains d'entre vous connaissent peut-être ma théorie sur l'enfant d'aujourd'hui, l'enfant Dieu. L'enfant Dieu, ce n'est même plus l'enfant tyran, l'enfant tyran pour lequel voilà, il faut beaucoup de bienveillance, répondre à ses attentes, mais on est passé déjà dans beaucoup d'enfants, à l'enfant Dieu. Alors, quelle est la différence entre l'enfant Dieu et l'enfant roi, ou encore le parent occupait une position dans la topologie supérieure et l'enfant, il s'opposait, il se parlait de topologie, c'était très simple, mais il avait quelqu'un quand même qui guidait. L'enfant tyran, année 2000,
je ne vais pas vous faire les détails de comment ça s'est évolué, mais c'est l'enfant qui, topologiquement, est au même niveau que l'adulte. C'est l'enfant avec lequel on négocie. Et donc, qui essaye d'obtenir tout ce qu'il veut. Et donc, qui rend le cadre flou, parce qu'il négocie. Parce que la parole du parent ne devient plus une parole de confiance, puisque le parent dit blanc et l'enfant veut beige ou noir, et finalement, on arrive à gris. Et donc, ça veut dire que le parent qui a dit blanc, sa parole, en fait, n'est pas filiale. Donc là, on entre de nouveau déjà dans un contexte, parlant des réseaux sociaux, où la parole est pas fiable, on ne sait pas très bien. Donc ça rend les enfants plus influençables. Parce que quand le parent dit quelque chose, par rapport aux écrans par exemple, il dit ça, il dit ça, hein, mais il a aussi dit qu'il n'allait pas me raconter d'histoire, mais il m'en a quand même raconté, puisque j'ai vidé le lave-vaisselle. Donc, j'ai eu mon histoire. Et donc, cette rigueur qui manque a amené petit à petit maintenant à l'enfant Dieu. Et c'est quoi l'enfant Dieu? C'est cet enfant devant lequel on se prosterne. C'est l'enfant qui doit s'auto-déterminer. C'est-à-dire de lui-même, voilà, savoir ce qui est bon pour lui. Ça veut dire que là, on le met tout de suite à devoir gérer combien d'histoires on va raconter le soir, etc., etc. Et donc, j'irais presque, il n'a plus le temps de s'ennuyer. Il doit décider de sa vie, là, lui, sans son expérience. Et bien sûr, à ce moment-là, ben, c'est la pulsion qui l'emporte sur la raison, puisqu'il est jeune, il ne peut pas savoir, il n'a pas d'expérience. Il n'a que ses tripes pour décider s'il veut du chocolat ou du potaram. Enfin. Donc, le fait de mettre un cadre, le fait de mettre des limites, c'est aussi une façon d'apprendre à passer du cerveau réflexe au cerveau pensant. J'avais jamais pensé à cette façon-là de voir les choses. Je trouve ça très, très intéressant parce qu'effectivement, la limite et le cadre est une façon de passer de la pulsion, de la pulsion spontanée, au temps de pause qui permet alors d'agir de façon pensée. Par exemple, l'enfant se promène dans le jardin, il cueille une fleur, il l'offre à maman. C'est sympa, c'est très bien. Ah, il a pensé à me donner une fleur, mais il n'a pensé rien du tout. Il a pris une fleur, il l'a donnée. Tandis que l'enfant, il va dans le jardin, il va cueillir un bouquet, il met une petite corde autour, il rentre dans la maison, il donne un bouquet à sa maman. Ça, c'est un enfant qui est passé du cerveau réflexe au cerveau pensant. Il a mis un projet. Donc, il a fait fonctionner son imagination. Il a fait toute cette démarche de penser les choses, ce qui est autre chose que de fonctionner par pur réflexe. Or, en écoutant tout ce qui s'est dit, vous voyez bien que le piège des réseaux sociaux, c'est de fonctionner à l'automatique, l'intelligence automatique. Dans la politique, il n'y a plus de débat, c'est vrai, c'est faux. Donc, c'est important de comprendre que le cerveau, dès le départ, à travers l'éducation, peut être facilité du côté de la réflexion, de penser, d'avoir de l'esprit critique. Ça démarre, je pense, très très tôt. Et que une réflexion qui permet de prendre distance de la réalité, et ça c'est l'imaginaire. Je veux jouer à papa, je joue à maman, je joue à enfant. Ça me permet de prendre distance de ma réalité, d'être simplement l'enfant de papa-maman, de me mettre à ces différentes places. C'est ça qui développe l'imaginaire. C'est l'imagination, et qui remplit l'imaginaire. Et c'est donc l'importance de l'imagination, c'est que justement, comme on peut se mettre en différentes places,
Eh bien, l'imagination, quelqu'un qui amène un peu du doute, ça nous dit pas la vérité, hein, c'est pas de l'intelligence automatique, c'est vrai ou c'est faux, hein, ça ne dit pas la vérité, mais ça enlève les certitudes. Ça nous permet d'aller d'une idée à l'autre. Et ça, c'est très important. C'est ça le but de l'imagination, c'est de naviguer d'une idée à l'autre. Sinon, on part dans du blanc, du noir, des certitudes, je vois ça, c'est donc c'est comme ça. Donc, cette façon de produire, d'aider à créer l'imagination, elle ne peut se créer qu'à travers du vide, du manque, du besoin de pouvoir imaginer, d'avoir le désir et d'imaginer une réponse. Parce que quand on n'a pas d'imagination et que l'imaginaire est, disons, très rétréci, eh bien, on est vide. On parlait, disait, le nombre d'ados que je vois qui viennent se mettre dans mon bureau, si alors, ils viennent pour une chose. Hein. Bon, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu pourrais me dire? Oh, bon, je m'en ai jamais élevé, évidemment. Je dis, mais, et quand ton père, qu'est-ce qu'il en pense? Oh, moi, je ne le vois pas, mon père, je suis dans ma chambre. Donc, ah, tiens, donc là, évidemment, on retouche quelque chose qu'on a pointé, c'est l'isolement de tout à chacun. Il y a des familles que moi j'appelle, ce sont tous des ermites de masse. Ils sont là, tous les ermites dans leur chambre, tous chacun dans leur machin. Mais ça, ben, ça n'aide pas beaucoup à développer évidemment l'imagination, la rencontre avec l'autre. Alors, ce qu'il faut en tout cas bien comprendre, c'est que l'imagination, c'est donner un sens. C'est donner un sens par rapport à ce qu'on vit. C'est pas la fiction. La fiction, je dis toujours, c'est l'histoire d'un autre. Mais c'est fascinant, ça peut être fascinant, mais tout ce qui est fiction. Et alors, personnellement, quand je vois, on est dans la rue et qu'on voit des buggy avec des tout petits, tout petits parfois, on voit qu'ils savent à peine tenir leur écran en main. Ils sont regard non pas vers le parent, c'est-à-dire pas du tout un regard qui crée la relation parce qu'on pousse et ils regardent par là, son téléphone, les images. Et je me rejoins de tout cœur celles qui sont pas d'écran avant 3 ans. On ne se rend pas compte que justement, ils sont dans le percept. Hein. Ils n'ont pas encore de possibilité où les images mentales qu'ils voient sont souvent, beaucoup de ces films pour enfants, d'abord les enfants sont incapables de suivre l'histoire. Ah, mais c'est une histoire, c'est très mignon. Et écoutez, votre enfant, il a 1 an et demi, il n'est pas capable de construire une histoire. Il voit des images, paf, paf, paf. Et les images, quand même, beaucoup, tout ce qui touche un peu comme, un peu dessiné comme des mangas, beaucoup de pointes, beaucoup de... Je ne sais pas, vous connaissez sûrement cette expérience faite par un scientifique japonais qui a pris une goutte d'eau et a confronté la goutte d'eau à de la musique douce, de la musique classique. Eh bien, en analysant les cristaux étaient parfaitement égaux. Enfin, c'était vraiment des cristaux tout à fait dans l'idéal de la forme. Et puis, la même goutte d'eau confrontée à du hard pop, eh bien, on voyait que le cristaux était tout à fait déformé, avec des points beaucoup plus forts, des autres morceaux. Donc, ça veut dire que l'enfant qui est confronté
à éventuellement, je ne suis pas pour, mais un écran au moins avec, je dirais, les Walt Disney de temps. Et pas avec les Walt Disney maintenant, qui sont bourrés de choses pointues, agressives, dures. La musique est tout à fait différente. Et donc, tous ces percepts-là, ben, ça construit quand même la façon dont cette époque scientifique se met en place. Voilà, donc ça. Alors, je voudrais juste dire 2 mots au sujet des enseignants, parce que il y a les familles, c'est clair, le cadre, il est limité. Hein, vraiment, on n'aime pas, c'est dur, mais je ne peux pas que c'est vraiment dès le départ, c'est clair. Parce que la petite enfance, c'est la première adolescence. Les gens, ils arrivent toujours avec leur ado, mais la petite enfance, de 2 ans et demi à 6 ans, c'est aussi une prise d'ado. C'est aussi des philosophes qui se posent aussi des questions sur la vie, sur la mort, sur le sens de la différence sexuelle, etc. Ils cherchent aussi la limite, hein, les terrible two. Donc, c'est la première crise d'ado. Et il est évident que si, à ce moment-là, on a conscience de l'importance du rôle des parents de mettre un cadre, quand ils ont un terrible tout qui vraiment casse la baraque, je vous dis, mais écoutez, vous gérez bien maintenant, il vous fera une adolescence cool. Vous croyez vraiment? Je dis, oui, parce qu'il aura intégré la véracité de vos paroles, que vous faire confiance quand vous dites quelque chose, c'est comme ça. Et puis, il pourra partir en exil à l'adolescence. Ça veut dire en exil, c'est-à-dire quitter le pays papa-maman pour aller voir ailleurs, mais il ne partira pas en errance. Parce que c'est ça, ceux qui arrivent et qui arrivent chez toi, Sophie, et chez moi en disant « Oh, je sais pas, mais ces gars, ces jeunes, ils sont largués, ils sont nulle part, ils sont ni chez eux, ni chez l'autre. Ils sont tout à fait en errance. » Et donc, cette première adolescence, où je dirais le cerveau est encore beaucoup plus perméable, c'est vraiment un moment clé pour former cet imaginaire. Et dans les écoles, c'est ça que je veux dire, dans les écoles, de plus en plus tôt, on favorise quoi? L'intelligence automatique. C'est-à-dire le vrai, le faux, le 2, ça se fait comme ça se fait pas comme ça, un A, ça se fait comme ça se fait pas. Évidemment, mais de plus en plus tôt. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est intelligent, hein, qu'un enfant de 4 ans sache déjà vous écrire magnifiquement toutes les lettres, tout ça, et qu'on formate tout à fait son cerveau, je ne sais pas comment il s'appelle, moi je ne suis pas neurologue, enfin son cerveau dit intelligent, et qu'on met tout à fait à l'écart la fonction psychique de l'imaginaire. Ouais, mais ça c'est des trucs d'enfant. Ah ouais, bah c'est pas intéressant. Et le dessin. Ah, vous vous intéressez au dessin? Ben oui, tout est dit dans le dessin. L'enfant parle de lui. Parce que là, il dit tout. Ah bon, ben oui, mais l'imagination, c'est quand même dire n'importe quoi. Quand c'est pour dire n'importe quoi, c'est pas de l'imagination. C'est de la pulsion. C'est juste des mots qui sortent. Mais quand on sait structurer quelque chose qu'on invente, quand on fait du théâtre et qu'on invente ensemble une pièce, là, on travaille l'imaginaire, on travaille la collaboration, on travaille l'empathie, plutôt que d'être toujours à la course de « ouais, mais mon enfant, c'est déjà compté jusqu'à 20, il a plus 3 ans. Hein. » Ah, et tandis que la voici, elle n'arrive qu'à 15, hein, un pauvre con. Je me lâche. Voilà. S'il vous plaît, si vous avez un enfant qui imagine qu'avec 3 blocs de bois, fabrique le camion qui va justement aller à la Lune, parce que là, il va découvrir, Dieu ne sait quoi. Mais félicitez-vous, écoutez-le, allez-y, entre guillemets, c'est pas de délire, mais délirer avec lui.
c'est parce que là, il imagine, il essaie de comprendre la réalité, il essaie de voir ce qui colle pas, comment ça va, etc. Donc, c'est ça qui fait que, en toute petite partie, je ne dis pas que c'est la prévention contre tout ce dont on a parlé aujourd'hui, mais c'est une petite pierre. Et chaque petite pierre finit par faire une montagne. Hein? Et donc, je crois que j'avais trouvé une belle conclusion. Tiens, je sais plus. Je vais mettre une idée. Je suis assez contente. Ah oui, c'est ça. Alors, eh bien, s'imaginer à la place des fleuves ou des anges est la seule façon d'éviter un rapport au monde destructeur et permet d'être acteur d'une société tolérante, empathique et solidaire.